Le silence qui a suivi ces mots a été plus assourdissant que le fracas de sa voix. Mon patron, Monsieur Dubois, se tenait là, au milieu de l'open space, le visage écarlate, les poings serrés, son regard furieux balayant l'assemblée. Chaque employé, figé devant son écran, semblait avoir cessé de respirer, craignant d'être la prochaine cible de sa rage. Mais c'était moi qui l'avais choisi. Moi, Chloé, la discrète, celle qui s'efforce toujours de faire son travail sans faire de vagues, de se fondre dans le décor. Ses yeux, d'habitude froids et calculateurs, étaient injectés de sang, et sa bouche, tordue par la colère, a craché, ces mots comme du venin. « Tu es inutile, absolument inutile. Je ne sais pas pourquoi je te garde ici. » Chaque syllabe a résonné dans mes oreilles, une gifle sonore qui a brûlé ma peau. L'humiliation m'a submergée, une vague glaciale qui a figé mon sang dans mes veines. Mon cœur a fait un bond, puis s'est mis à battre la chamade, un tambour fou dans ma poitrine. J'ai senti le regard de mes collègues peser sur moi, un mélange de pitié, de gêne et de soulagement de ne pas être à ma place. Mes joues ont pris feu, une chaleur intense qui contrastait avec le froid mordant qui s'était installé en moi. Je voulais disparaître, me fondre dans le sol, devenir invisible. La honte m'a envahi, une sensation poisseuse qui me collait à la peau, me privant de ma dignité. Monsieur Dubois, lui, semblait savourer son effet. Il a planté ses yeux dans les miens, cherchant une réaction, une larme, un signe de faiblesse. Mais je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Pas cette fois. J'ai serré les mâchoires. Mes mains se sont crispées sous le bureau, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. Une force inattendue a commencé à monter en moi, une rage froide, qui a chassé la honte, une détermination farouche qui a remplacé la douleur. Car au moment où ces mots ont percé le silence, une autre pensée, plus puissante, plus dévastatrice, a traversé mon esprit, un éclair de lucidité qui a balayé l'humiliation. « Tu es inutile », a-t-il répété, sa voix résonnant encore. Dans l'espace, comme pour s'assurer que le message était bien passé, que personne n'avait manqué sa démonstration de pouvoir. Mais alors qu'il me regardait avec ce mépris dans les yeux, un sourire amer a effleuré mes lèvres. Un sourire que personne n'a vu, un sourire intérieur teinté d'une ironie cruelle. Car il a oublié. Il a complètement oublié. Il a oublié que je le savais. Je le savais. Je savais ce qu'il avait fait. Je savais qui il était vraiment. Derrière cette façade de patron tyrannique, de self-made man impitoyable. Je savais que ses fondations étaient bâties sur du sable, sur des mensonges, sur des trahisons. Et cette connaissance, ce secret que je portais seul, était une arme silencieuse, invisible, mais d'une puissance dévastatrice. Ces mots, censés me rabaisser, m'anéantir, ont eu l'effet inverse. Ils ont allumé une étincelle, une flamme qui couvait en moi depuis des mois, alimentée par l'injustice, par la colère silencieuse. Le silence est revenu, mais cette fois, il était différent. Il était chargé d'une tension nouvelle, d'une attente. Monsieur Dubois a fini par se détourner, satisfait de son coup d'éclat, laissant derrière lui une atmosphère lourde, irrespirable. Mes collègues ont repris leurs activités, le cliquetis des claviers reprenant timidement, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé. En moi. Définitivement. Je n'étais plus la Chloé timide, la Chloé qui acceptait les humiliations en silence. J'étais la Chloé qui savait, et cette connaissance me donnait une force insoupçonnée, une détermination nouvelle. Ces mots, « tu es inutile », n'étaient plus une insulte, mais une provocation. Une provocation à agir, à révéler la vérité, à le faire tomber de son piédestal. Car il avait beau crier, il avait beau menacer, il avait beau se croire tout-puissant, il était vulnérable. Plus vulnérable que quiconque dans cette pièce. Et je détenais la clé de sa chute. Le reste de la journée a été un flow. J'ai continué à travailler, mes doigts tapant machinalement sur le clavier, mais mon esprit était ailleurs, planifiant, élaborant, visualisant. La colère s'était transformée en une froide résolution. Je ne savais pas encore comment j'allais m'y prendre, mais une chose était sûre. Il allait regretter d'avoir prononcé ces mots. Il allait regretter d'avoir oublié que je savais. Le secret que je portais n'était pas le fruit d'une curiosité malsaine ou d'une intrusion délibérée dans la vie privée de M. Dubois. Non. C'était le fruit du hasard, d'une coïncidence malheureuse, ou peut-être d'un coup du destin. Cela s'était passé il y a environ 6 mois. J'étais restée tard au bureau, comme souvent, pour boucler un dossier urgent. L'open space était désert,
plongée dans un silence que seuls les bruits de mon clavier et le ronronnement des ordinateurs venaient me troubler. Monsieur Dubois était parti depuis des heures, ou du moins, c'est ce que je pensais. Alors que je m'apprêtais à éteindre mon ordinateur, j'ai entendu des voix provenant de son bureau, la porte entr'ouverte. Une conversation animée, des chuchotements, puis des éclats de voix. Intriguée et un peu inquiète, j'ai hésité. Devais-je me montrer? Faire semblant de ne rien avoir entendu? La curiosité a été la plus forte. Je me suis approchée discrètement, mon cœur battant un peu plus vite. Ce que j'ai entendu a glacé le sang dans mes veines. Monsieur Dubois était au téléphone, et sa voix, d'habitude si contrôlée, était pleine de panique, de rage contenue. Il parlait d'argent, de sommes colossales, de comptes offshore, de blanchiment, de menaces. « Je vous l'ai dit, l'argent est parti! Je ne peux pas le récupérer! » a-t-il hurlé, sa voix se brisant. « Si vous me faites ça, je vous jure que je vous emmène avec moi. Je révélerai tout. » Il y avait une peur palpable dans sa voix, une peur que je n'avais jamais imaginée chez cet homme si sûr de lui, si arrogant. J'ai compris alors que je n'étais pas censée entendre ça. J'ai reculé, le cœur martelant ma poitrine, une boule d'angoisse dans mon estomac. Je me suis précipitée vers mon bureau, j'ai éteint mon ordinateur et j'ai quitté les lieux le plus rapidement possible, mon esprit en ébullition. Les mots résonnaient dans ma tête. Blanchiment, compte offshore, menace. C'était énorme. C'était illégal. Et c'était mon patron. Les jours qui ont suivi ont été un véritable supplice. Je le regardais et je voyais un homme différent. Non plus le patron tout-puissant, mais un homme terrifié, pris au piège de ses propres magouilles. Chaque fois qu'il me parlait, chaque fois qu'il me donnait un ordre, je me demandais s'il se doutait que je savais. Je suis devenue paranoïaque, scrutant chaque regard, chaque geste, cherchant le moindre signe qu'il avait découvert ma présence ce soir-là. J'ai fait des recherches discrètement. J'ai fouillé dans les archives de l'entreprise, dans les dossiers financiers, cherchant des preuves, des indices. Et j'ai trouvé des transactions douteuses, des virements vers des paradis fiscaux, des sociétés écrans. Tout concordait avec ce que j'avais entendu. Monsieur Dubois était impliqué dans un vaste réseau de blanchiment d'argent. L'entreprise, notre entreprise, était une façade, une couverture pour ses activités illégales. La découverte m'a choquée, m'a dégoûtée. Comment un homme pouvait-il être aussi hypocrite, aussi malhonnête? Comment pouvait-il se permettre de crier sur ses employés, de les rabaisser, alors qu'il était lui-même un criminel? La colère a commencé à monter en moi, une colère froide et justifiée. Je me sentais trahie, utilisée. Mon travail, ma loyauté, tout était bafoué par ses actions. J'ai envisagé de tout révéler, d'aller voir la police, de dénoncer ses agissements, mais la peur m'a retenue. Peur des représailles, peur de me retrouver mêlée à une affaire dangereuse, peur de perdre mon emploi, ma stabilité. J'ai pesé, le pour et le contre, et j'ai décidé de garder le silence. Pour l'instant. J'ai continué à travailler, à faire semblant de rien, à observer, à collecter des informations, des preuves silencieuses. J'ai gardé une copie de tous les documents, compromettants, les cachant précieusement, au cas où. Cette connaissance m'a donné une perspective différente sur M. Dubois. Ses sautes d'humeur, ses crises de colère, son comportement tyrannique. Tout prenait un sens nouveau. Ce n'était pas de la simple méchanceté, c'était de la peur, de la panique. Il était sous pression, menacé, et il déchargeait sa frustration sur ses subordonnés. Sur moi, il était un homme brisé, pris au piège de ses propres erreurs. Et c'est cette compréhension qui a rendu ces mots « Tu es inutile », si ironique, si absurde, car il était l'inutile. Il était le parasite. Il était celui qui détruisait tout ce que nous construisions, qui salissait notre travail, notre réputation. Et il avait l'audace de me crier dessus, de me rabaisser, alors que je détenais la clé de sa chute. La colère que j'ai ressentie ce soir-là, après son humiliation publique, n'était pas seulement due à l'insulte. C'était une colère accumulée, une indignation profonde face à son hypocrisie, à son arrogance, à son impunité. J'avais supporté ses humeurs, ses exigences démesurées, ses remarques désobligeantes. J'avais fait mon travail avec diligence, avec professionnalisme, malgré l'atmosphère toxique qu'il créait. Mais cette fois, il était allé trop loin. Il avait franchi une ligne. Je me suis sentie investie d'une mission. Non seulement pour moi, pour ma dignité, mais pour tous mes collègues qui subissaient ces abus en silence. Pour l'entreprise elle-même, qui était corrompue de l'intérieur. Je ne pouvais plus rester les bras croisés. Le temps du silence était révolu. Le temps d'agir était venu. La nuit a été courte.
Mon esprit était en ébullition, les idées fusant, les stratégies se dessinant. J'ai revu tous les documents que j'avais collectés, les preuves accablantes de ces agissements. J'ai pensé à la meilleure façon de les utiliser, de les révéler, sans me mettre en danger. Il fallait être intelligente, méthodique, implacable. Je ne voulais pas seulement le faire tomber. Je voulais qu'il comprenne, qu'il réalise l'ampleur de ses erreurs, la souffrance qu'il avait causée, la destruction qu'il avait semée. Je voulais qu'il ressente la même humiliation, la même impuissance qu'il nous avait fait subir. Ce n'était pas de la vengeance pure, non. C'était de la justice. Une justice que personne d'autre ne pouvait lui rendre. La peur était toujours là, tapie dans un coin de mon esprit, mais elle était éclipsée par une détermination nouvelle, une force intérieure que je ne me connaissais pas. J'étais prête. Prête à affronter les conséquences, quelles qu'elles soient. Prête à me battre pour ce qui était juste. Monsieur Dubois avait commis une erreur monumentale en me sous-estimant, en me croyant inutile. Il avait oublié que la discrétion peut cacher une observation aiguisée, que le silence peut dissimuler une connaissance profonde, et que la patience peut être une arme redoutable. Il allait bientôt le découvrir, à ses dépens. Le lendemain matin, je suis arrivée au bureau avec une sérénité nouvelle, une détermination froide qui contrastait avec l'agitation de la veille. Mes collègues me regardaient avec une curiosité mêlée de compassion, mais je n'y prêtais plus attention. Mon regard était fixé sur le bureau de M. Dubois, la porte fermée, comme un sanctuaire impénétrable. Mais je savais que ce sanctuaire allait bientôt s'effondrer. J'avais passé la nuit à élaborer mon plan. Je ne voulais pas d'une confrontation directe, d'un éclat de voix qui se perdrait dans le brouhaha. Je voulais que la vérité éclate de manière irréfutable, que les preuves parlent d'elles-mêmes. J'avais préparé un dossier complet, méticuleusement, organisé, contenant toutes les transactions douteuses, les relevés bancaires, les noms des sociétés écrans, les dates, les montants. Tout était là, noir sur blanc, incontestable. Mon premier pas fut de contacter un avocat spécialisé dans le droit des affaires et la fraude financière. J'avais pris rendez-vous pour la fin de la journée, après le travail. Je voulais m'assurer que mes preuves étaient solides, que ma démarche était légale, et que je me protégeais au maximum. Je ne voulais pas que cette affaire se retourne contre moi. Pendant la journée, j'ai continué à travailler comme si de rien n'était, mais chaque tâche était effectuée avec une précision nouvelle, une concentration accrue. Je me sentais comme un agent secret, opérant sous couverture, chaque geste calculé, chaque mot pesé. Monsieur Dubois est passé devant mon bureau plusieurs fois, son regard arrogant balayant la pièce. Il ne se doutait de rien. Il était aveuglé par son pouvoir, par son sentiment d'impunité. À l'heure du déjeuner, j'ai discrètement envoyé un email anonyme à la direction générale du groupe, une copie de mon dossier en pièces jointes, avec un message concis mais percutant. Des activités illégales de grande ampleur sont menées au sein de votre filiale parisienne sous la direction de Monsieur Dubois. Les preuves sont ci-jointes. Une enquête approfondie est nécessaire. Je savais que cela allait créer une onde de choc, que les choses allaient les bouger rapidement. L'après-midi fut tendu. Je sentais une atmosphère étrange, des chuchotements, des regards furtifs. La nouvelle avait-elle déjà commencé à circuler? Ou était-ce juste mon imagination, mon anxiété qui montait? J'ai gardé mon calme, mon visage impassible, mon cœur battant la chamade. À 17 heures, l'heure de mon rendez-vous avec l'avocat, j'ai quitté le bureau, mon sac à la main, le dossier bien calé contre moi. En passant devant le bureau de M. Dubois, j'ai hésité un instant. Devais-je lui dire? Le regarder dans les yeux et lui annoncer sa chute? Non. Ce n'était pas mon rôle. La justice s'en chargerait. L'entretien avec l'avocat a confirmé mes soupçons. Les preuves étaient accablantes. Il m'a félicité pour mon courage et ma méticulosité. Il m'a expliqué les procédures à suivre, les risques, mais aussi les protections dont je pouvais bénéficier en tant que lanceuse d'alerte. Je me sentais plus forte, plus confiante que jamais. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. Des rumeurs ont commencé à circuler dans l'entreprise, des murmures, des regards inquiets. Monsieur Dubois est devenu de plus en plus nerveux, ses crises de colère plus fréquentes, plus violentes. Il sentait que quelque chose se tramait, mais il ne savait pas quoi, ni d'où cela venait. Puis, un matin, la nouvelle est tombée. Monsieur Dubois avait été mis à pied à titre conservatoire par la direction générale en attendant les résultats d'une enquête interne. Le choc a été immense. L'open space, d'habitude si bruyant, est devenu silencieux. Les visages de mes collègues affichaient un mélange de surprise,
de soulagement et d'une curiosité non dissimulée. Quelques jours plus tard, la police est intervenue. Monsieur Dubois a été arrêté à son domicile, des accusations formelles de blanchiment, d'argent et de fraude pesant sur lui. L'entreprise a été secouée par le scandale, mais la direction a rapidement communiqué, assurant que des mesures strictes seraient prises pour restaurer la confiance et la transparence. Je suis restée discrète, observant de loin le chaos que mes actions avaient provoqué. Je n'ai rien dit à personne, pas même à mes collègues les plus proches. Je n'ai pas cherché la reconnaissance, ni la gloire. J'avais agi par conviction, par un besoin de justice. Un après-midi, alors que je travaillais sur un nouveau projet, la porte de mon bureau s'est ouverte. C'était Monsieur Dubois. Il était là, menotté, encadré par 2 policiers, son visage pâle, ses traits tirés, ses yeux vides. Il était venu récupérer quelques affaires personnelles. Son regard a croisé le mien. Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. De la vraie peur. Et de la compréhension. Il a compris. Il a compris que je savais. Il a compris que c'était moi. Il n'a rien dit. Juste un regard. Un regard qui en disait long. Un regard qui contenait la réalisation de son erreur, la reconnaissance de ma force, l'amertume de sa chute. Et dans ce regard, j'ai vu la fin de son règne, la fin de son arrogance, la fin de son impunité. Je n'ai rien dit non plus. Je l'ai juste regardé, mon visage impassible. Il a été emmené, et la porte s'est refermée derrière lui, scellant son destin. L'entreprise a traversé une période difficile, mais elle s'est reconstruite, sur des bases plus saines, plus éthiques. Un nouveau directeur a été nommé, un homme intègre, qui a instauré un climat de confiance et de respect. Mes collègues et moi avons pu travailler dans un environnement sain, sans la peur constante de l'humiliation. Quant à moi, cette expérience m'a transformée. J'ai réalisé que la force ne réside pas dans le pouvoir ou l'intimidation, mais dans la connaissance, dans l'intégrité, dans le courage d'agir pour ce qui est juste. J'ai appris à ne plus me laisser rabaisser, à ne plus accepter l'injustice. J'ai trouvé ma voie, ma place, ma valeur. Les mots de Monsieur Dubois, « Tu es inutile », résonnent encore parfois dans ma tête. Mais ils n'ont plus le même sens. Ils sont devenus un rappel de ma force, de ma résilience, de ma capacité à transformer une humiliation en une victoire. Il a oublié que je savais. Et c'est cette connaissance qui a tout changé. Je suis Chloé, et j'ai appris que même la personne la plus discrète peut détenir le pouvoir de changer les choses, de faire éclater la vérité et de se libérer des chaînes de l'injustice. Ne sous-estimez jamais le silence, car il peut cacher une force insoupçonnée.